Partie 1. L'être humain. Chapitre 3. Esprit humain et instinct. À quoi correspondent les rêves et comment se bâtit notre mémoire? Sous l'effet du stress ou des joies, les connexions neuronales utilisées sur l'instant sont marquées par des traceurs chimiques. Pendant le sommeil, les connexions neuronales ainsi marquées sont réactivées et s'épaississent, permettant alors le passage d'un flux d'informations plus intense entre les neurones reliés par ces synapses et ainsi d'ancrer dans la mémoire les souvenirs de ces événements forts en émotions, le stress étant à la base synonyme de survie et la joie de comportement ou d'événements bénéfiques. Les rêves sont la réactivation des connexions neuronales correspondantes aux actions ou souvenirs marquants de la journée et qui sont également utilisés partiellement dans le stockage de souvenirs plus anciens, ce qui crée un méli-mélo imaginaire durant le sommeil. Par exemple, un homme croisant une belle femme à robe rouge, dont il est tombé amoureux, pourra peut-être voir dans un rêve cette même femme conduire une Ferrari rouge. Cette dernière étant déjà stockée dans les parages des connexions neuronales ayant été utilisées lors de la rencontre de cette femme. C'est ainsi que nous fixons mieux les souvenirs dans le stress ou la joie. Les connexions neuronales non réutilisées seront progressivement dégradées et diminueront progressivement en taille, pour finir par disparaître si elles ne sont pas réactivées par le vécu ou vos pensées. La mémoire élimine l'inutile pour ne stocker que ce qui vous permet de survivre. Comment fonctionne notre mémoire ? Pour éviter de surcharger notre cerveau en données inutiles, qui le ralentiraient et lui feraient perdre sa capacité de réaction rapide face à notre environnement, nous ne mémorisons en général que ce qui est utile à notre survie, et notre organisme élimine les souvenirs inutiles. Le principe de formation et de gestion de notre mémoire est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. À la base, dans notre vie de tous les jours, nous absorbons par nos sens qui nous connectent au monde une quantité colossale d'informations. Mais nous ne conservons que celles considérées par l'organisme comme fondamentales à notre survie, c'est-à-dire les informations perçues par nos sens, sous stress et souffrance, ou sous joie et plaisir, c'est-à-dire sous émotion. Le stress et la souffrance correspondant à un événement dangereux auquel nous avons survécu. La joie et le plaisir correspondant à des événements apportant un plus au niveau de la survie, que ce soit un apport calorique, une relation socialisante protectrice, ou encore un événement lié à la reproduction et à la transmission de la vie. Ainsi, tous ces événements vécus sous émotion, grâce aux décharges chimiques de neurotransmetteurs et de molécules de marquage synaptique qui les accompagnent, permettront pendant le sommeil de l'individu de réactiver les connexions neuronales ayant enregistré les informations. En effet, pendant le sommeil, le corps libéré de ses fonctions locomotrices énergivores réactivera plus facilement les neurones stimulés pendant la journée sous émotion, grâce à des traceurs moléculaires ayant marqué les connexions neuronales utilisées. C'est ce qui correspond le plus souvent à nos rêves, qui sont la réactivation de ces connexions neuronales. Cette réactivation nocturne des réseaux neuronaux stimulés pendant la journée a pour fonction de consolider et d'épaissir les connexions neuronales en les réactivant, et ainsi de consolider la mémoire et de créer des réflexes conditionnés et des actions automatiques permettant dans l'avenir de réagir encore plus rapidement pour échapper à un danger ou sauter sur une opportunité. Mais la consolidation et la restructuration de notre mémoire ne s'arrêtent pas là. L'organisme doit aussi éliminer les connexions neuronales peu utilisées, c'est-à-dire éliminer les souvenirs inutiles ne servant plus à la survie de l'individu. Les événements marquants et les pensées sous émotion ont la particularité de stimuler et de marquer les connexions neuronales dans le but de les réactiver pendant le sommeil et de les épaissir pour ancrer la mémoire,
mais aussi par les traceurs chimiques qui accompagnent les stimulations des connexions neuronales sous émotion, de protéger ces mêmes connexions neuronales de notre organisme qui est programmé pour dégrader chimiquement les connexions neuronales peu utilisées. Le sommeil a donc pour fonction de consolider la mémoire utile en épaississant les connexions neuronales utilisées pendant l'état de veille, mais aussi de détruire les connexions neuronales peu stimulées. C'est ainsi que chaque jour et chaque nuit, nous remodelons notre cerveau pour l'adapter à notre milieu changeant, et tous les matins, c'est un homme différent qui se réveille pour vivre dans un monde différent. De cet enseignement, nous pouvons en tirer la conclusion fondamentale que l'important dans la vie et dans notre confrontation au monde, ce sont les émotions, car ce sont elles qui permettent à notre mémoire de se consolider, mais surtout qui permettent à notre cerveau de ne pas se dégrader totalement en protégeant les connexions neuronales stimulées sous émotion. Il est donc fondamental d'aimer la vie, de combattre ou de se révolter pour continuer à exister spirituellement. L'abandon, le renoncement au combat et la dépression, qui sont des absences d'émotions, génèrent inévitablement la dégradation du cerveau, de la mémoire et ensuite, à plus ou moins long terme, de ses fonctions végétatives entraînant la mort. Vivre et exister spirituellement est donc fondamentalement lié aux émotions, et nous devons nous obliger à aimer, à désirer et à nous révolter pour rester en vie et que continue cette vie qui abrite la conscience qui est l'esprit de Dieu ou du monde. Émotions. Les émotions ont pour fonction de mémoriser les événements importants de notre vie, nous ayant permis de survivre ou d'augmenter notre potentiel de survie, afin de stocker un répertoire de souvenirs utiles et d'emmagasiner des réflexes conditionnés nous permettant à l'avenir de réagir plus vite et mieux à des situations déjà vécues. Les émotions accompagnant les actes salvateurs, comme la peur et l'angoisse associées à un stress auquel on a survécu, ou des émotions accompagnant des événements augmentant l'apport calorique, le potentiel de survie ou la possibilité de transmettre la vie, comme un bon repas ou pour un homme la compagnie d'une belle femme. Ces émotions permettent de fixer dans notre mémoire les souvenirs et les actions qui les accompagnent, alors qu'à l'inverse, les événements vécus sans émotion ont en général peu d'incidence sur notre vie et ne se fixent pas à long terme dans notre mémoire. Si les émotions renforcent notre mémoire et nos réflexes, c'est qu'elles libèrent des molécules se fixant sur les synapses ayant été activées lors des événements réalisés sous ces émotions. Ces molécules produites par les réactions biochimiques correspondant aux émotions ont donc la particularité, en se fixant comme des traceurs sur les connexions neuronales stimulées sous émotion, de permettre de réactiver ces connexions neuronales pendant le sommeil quand le système locomoteur est au repos. Cette réactivation pendant le sommeil des connexions neuronales stimulées sous émotion a pour fonction d'épaissir les liaisons synaptiques, permettant par la suite d'y faire transiter le plus vite l'information électrochimique entre les neurones et de créer ainsi des pensées automatiques et des réflexes permettant par la suite de réagir plus vite à certains stimuli du milieu. Les émotions ont aussi la particularité de générer des molécules protégeant le cerveau, et surtout ses connexions neuronales de la dégradation nocturne réalisée par l'organisme, le corps éliminant automatiquement grâce à certaines protéines produites pendant le sommeil les connexions neuronales peu utilisées et n'ayant en général que peu d'intérêts vitaux. Lors de ce ménage nocturne, de cet élagage des connexions inutiles, il ne finit par rester que les connexions entre neurones les plus utilisées, et donc les plus importantes à la survie de l'individu, c'est-à-dire les connexions entre neurones réalisées sous émotion. Les émotions
ont donc cette fonction fondamentale d'ancrer la mémoire de l'individu dans son cerveau, en épaississant les connexions neuronales les plus utilisées, mais aussi de protéger ces connexions fondamentales à la survie de la dégradation réalisée par l'organisme pendant le sommeil. Dégradation ayant pour but les souvenirs inutiles pour faire de la place aux souvenirs et aux actions fondamentales à la survie. Les rêves qui accompagnent notre sommeil ne sont que des réactivations nocturnes des connexions neuronales les plus activées la journée et accompagnées d'émotions. Mais les émotions ont aussi une action mutagène, particulièrement le stress et la souffrance générée par la peur et l'angoisse, la colère ou la haine, correspondant le plus souvent à une confrontation à un milieu non propice à la vie, qui entraîne des productions de molécules pouvant dégrader le génome et accélérant ainsi la transmission de mutations souvent négatives, mais parfois favorisant la survie de l'individu, permettant par ces mutations à l'individu de mieux s'adapter et de permettre à l'espèce de survivre au changement du milieu. Pour finir, les émotions vécues sous stress, par les molécules qui les accompagnent, favorisent la réactivation de certains gènes dormants, gènes pouvant alors s'exprimer pour permettre à l'espèce de s'adapter à un changement de milieu, rappelant un milieu déjà rencontré par l'espèce au cours de son évolution et auquel le gène dormant était adapté. En conclusion, les émotions ont donc pour fonction d'ancrer la mémoire et les réflexes de l'individu, tout en protégeant les réflexes et les souvenirs les plus utiles à la survie de leur élimination. Enfin, les émotions agissent sur le génome, gérant des mutations ou en activant des gènes dormants permettant à l'individu, mais aussi à l'espèce de mieux s'adapter au changement de milieu. Recherche du plaisir. Nous sommes programmés pour rechercher le plaisir étant, à la base, lié aux actions indispensables à notre survie et celle de notre espèce, c'est-à-dire manger et procréer. La beauté, c'est la fonctionnalité. Si la poésie est belle, c'est qu'elle est plus facile à mémoriser que la prose. C'est de la parole travaillée et harmonisée pour la mémorisation, et pour ainsi transmettre des informations par-delà la vie et après la mort, sans support matériel. La beauté, la laideur et l'amour. La beauté, c'est la bonne conformation pour générer la vie. Donc l'harmonie d'un corps jeune en pleine puissance pour vivre et transmettre la vie. La beauté physique, c'est donc la fonctionnalité pour transmettre la vie. Un corps difforme et vieillissant est laid, car il s'éloigne de la vie et se rapproche de la mort. Mais la beauté d'un esprit, sa grandeur par l'amour qu'il dégage, peut transcender toutes les laideurs du corps. Sur le goût. Nous ne sommes pas initialement attirés par les aliments car ils ont bon goût. Nous avons tout simplement été sélectionnés pour aimer et rechercher ce qui nous fait survivre. Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Les rires et les pleurs, associés à des émotions, sont des comportements typiquement humains. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils apparus dans l'évolution humaine pour faciliter la communication des individus? Pour comprendre les causes profondes de ces comportements, il faut étudier l'évolution de notre espèce et nos particularités morphologiques et physiologiques qui nous sont propres. Bien que nous pleurons parfois de joie, les pleurs sont le plus souvent associés à la tristesse et à la souffrance. Et peu d'animaux tristes et souffrants pleurent, c'est-à-dire évacuent par leurs glandes lacrymales du liquide. Pourquoi l'homme pleure-t-il? Tout simplement car c'est un animal d'une extrême complexité sociale, dont le cerveau est l'outil principal pour affronter le monde, et qui naît donc avec un corps atrophié pas encore fonctionnel pour la locomotion.
L'énergie fournie par la mère pendant le développement fœtal ayant été en grande partie utilisée dans le développement cérébral. Cette priorité dans le développement fœtal fait que nos petits humains naissent inachevés, de gros cerveaux vierges pour se remplir de connexions neuronales pendant l'éducation complexe humaine, un corps atrophié, mais un système digestif parfaitement opérationnel pour digérer le lait donné par la maman et terminer leur développement. Dans les premiers temps, le petit humain capable de se mouvoir correctement ne peut que manger et déféquer. Il doit donc, pour réaliser sa croissance normale, avertir sa mère d'une façon automatique quand il se sent déshydraté et qu'il a faim. Manger et boire étant dans les premiers temps de la vie réalisé en même temps pendant l'allaitement. Pour avertir sa mère, pour pouvoir manger et boire régulièrement afin d'avoir sa dose d'énergie, d'eau, de minéraux et de micronutriments essentiels à sa croissance. Le petit homme est obligé de crier, de s'époumoner. Il hurle, donc tant et si bien qu'il risquerait à la longue de dessécher les muqueuses de sa bouche, de sa gorge et de son nez, et de les léser, entraînant des risques de prolifération bactérienne et d'infection si les pleurs n'intervenaient pas pour réhydrater les muqueuses, car les canaux lacrymaux reliés aux glandes lacrymales communiquent des yeux au nez, et le nez débouche vers les voies aériennes inférieures, l'arrière-gorge et la trachée. Les bébés crient donc pour avertir les mamans lorsqu'ils se sentent mal, principalement lorsqu'ils se sentent déshydratés, et pleurent pour réhydrater toutes les muqueuses asséchées par les cris. Ce comportement d'appel à l'aide de nos tout-petits est génétiquement inscrit en nous tous, et se conserve donc à l'âge adulte. Et bien que nous soyons devenus indépendants pour nous alimenter, les pleurs sont un moyen efficace instinctif de demander de l'aide. En générant chez ceux qui assistent à l'excrétion des larmes des pulsions d'assistance, afin de venir en aide aux pleurs comme on aiderait un bébé. Le rire, quant à lui, si étrange que cela puisse paraître, a un rapport très étroit avec la peur et le danger, et découle d'une mise en état d'alerte qui se trouve immédiatement interrompue. Lors d'une situation dangereuse perçue par nos sens, le corps sécrète des hormones et des neurotransmetteurs, dont le but est d'augmenter les capacités de réaction de l'organisme. Ces substances, comme l'adrénaline, qui boostent l'organisme, peuvent, si l'état d'alerte et le stress se prolongent, dégrader les muscles et le système cardiovasculaire tout en épuisant le système nerveux. C'est pour cela que lorsque nos sens nous avertissent de la fin du danger, l'organisme se met automatiquement à produire des substances pour relaxer l'organisme, calmer le système nerveux et permettre ainsi à l'individu de se régénérer suite à ce stress destructeur. Les principales substances sécrétées après un stress sont les endorphines, un ensemble de molécules dont les effets calmants, relaxants et euphorisants permettent à l'organisme de récupérer. Le rire est donc lié à la sécrétion de ces molécules calmantes, relaxantes et euphorisantes, car la cause profonde du rire est due le plus souvent à une mise en alerte de l'organisme si courte que les molécules du stress n'ont pas le temps d'être sécrétées, mais paradoxalement, en réaction à la fin brutale de l'alerte, le corps sécrète automatiquement des molécules calmantes et euphorisantes dont les effets se font sentir dans la bonne rigolade. Le paradoxe de la blague de la peau de banane sur laquelle glisse malencontreusement un pauvre type, qui se relève sans blessure grave, est à vrai dire une situation dramatique qui tourne bien, et dont le stress trop court qu'elle provoque n'a pas le temps de dégrader l'organisme, mais dont la sécrétion post-stress, calmante d'endorphines, est nettement perceptible par l'état d'euphorie que la situation procure. Que cette situation burlesque soit racontée, vécue comme victime ou comme témoin,
C'est toujours le même stress court, consécutif à une situation qui aurait pu être dramatique, et qui se termine bien, qui génère en nous ce rire typiquement humain. Le n'est d'autre qu'un cri d'alerte, le célèbre de terreur qui est étouffé dès son comportement par la perception de la fin de la situation dangereuse et qui est ensuite répété inconsciemment d'une façon brève et rythmique pour indiquer l'absence de danger, le tout ressenti sous calmant et euphorisant produit par l'organisme suite au bref stress. La fuite, le combat et l'effroi. Face aux situations de danger imminent et d'agression, les hommes ne réagissent pas de la même façon, et cette différence est encore plus marquée entre les sexes. Malgré la culture et l'éducation, des millions d'années d'évolution ont façonné, par la sélection génétique, des réactions automatiques face aux dangers totalement différentes, que l'on soit un homme ou une femme. L'acquis de la bipédie, suivi de notre entrée en savane, a profondément changé la structure sociale de notre ancêtre et leur réaction face au danger. En savane, qui est une étendue herbeuse clairsemée d'arbres, un petit singe bipède était une proie facile pour les grands prédateurs, qui rôdaient dans les herbes hautes. Ce danger omniprésent a obligé notre ancêtre à adopter des conduites de survie très particulières et des façons de réagir au danger totalement différentes en fonction des sexes. En savane, ce sont les femelles de notre ancêtre qui étaient les plus en danger, car bipèdes, avec un petit dans les bras, elles étaient terriblement vulnérables face aux grands fauves, ne pouvant fuir rapidement sur leurs deux jambes, dont la structure d'ailleurs n'était pas encore totalement adaptée à la course bipède. Les femelles, avec leurs petits dans les bras, ne pouvaient donc pas trop s'éloigner des arbres où elles couraient se réfugier en y grimpant au moindre danger. Ainsi confinées près des arbres, et par cette limitation de leur territoire de recherche calorique, elles devinrent en partie dépendantes pour leur nourrissage et celui de leurs petits. Les hommes qui allaient quant à eux en groupe dans la vaste savane cherchaient de quoi se nourrir et rapporter de la nourriture aux femelles et à leurs petits. Dans cet univers hostile, les femelles ont donc généré sous l'effet de la sélection génétique des conduites instinctives pour optimiser leur survie face à un prédateur. Ainsi confrontées à un danger imminent, les femelles adoptèrent deux techniques. La première consiste dans la fuite classique jusqu'à l'arbre le plus proche pour y grimper, en hurlant le plus fort possible pour avertir le groupe de la venue du prédateur, ameutant les mâles pour qu'ils viennent les protéger et faisant fuir les jeunes individus et les autres femelles. Le second comportement adopté par les femelles face au danger est la sidération ou la catalepsie. À la vue du prédateur, la femelle subit sous l'effet du stress un blocage d'une partie du système nerveux qui la fige comme une statue pour un moment, plus ou moins long dans la position où elle a perçu le danger. Cette paralysie a pour effet, si la femelle se trouve trop près du danger et trop loin de l'arbre, de ne pas attirer l'attention du prédateur, car les prédateurs ont souvent la particularité pour localiser leur proie de repérer instinctivement les mouvements dans leur environnement. Ces deux types de réactions se sont donc conservés pendant des millions d'années, car elles optimisaient les chances de survie et ont perduré jusqu'à aujourd'hui. Et nos femmes ont encore plus ou moins inscrites en elles, au plus profond de leur génome, ces réactions instinctives face au danger. De leur côté, nos lointains ancêtres masculins de savane adoptèrent face au danger une conduite radicalement différente de celle des femelles. Pour nos lointains ancêtres mâles, la bipédie était bien moins problématique en termes de survie. En effet, la bipédie entraînant la libération des bras, sans l'obligation de porter les petits comme les femelles, rendit nos ancêtres particulièrement redoutables pour les prédateurs. Les mâles pouvaient donc en groupe
pendant que les femelles restaient près des arbres avec les petits, partirent dans la vaste savane pour aller chercher de quoi se nourrir et rapporter aux femelles et aux petits de quoi survivre. C'est là que la libération des bras de la locomotion apporta au mâle un avantage énorme, celui de pouvoir partir armé à la quête calorique, le bras prolongé d'un bâton qui devenait un outil redoutable pour chasser, mais surtout pour asséner de violents coups de haut en bas, permettant de tuer de petites proies, mais aussi de blesser les prédateurs. De même, la possibilité de lancer des cailloux, même maladroitement, augmentait leur dangerosité face aux fauves. Et même un lion confronté à un groupe de petits singes bipèdes armés de bâtons et jetant des pierres anarchiquement, devait souvent éviter de les attaquer pour ne pas subir de blessures limitant ses capacités de survie. Notre ancêtre mâle adoptèrent donc, par sélection génétique, un comportement grégaire et agressif face au danger, attaquant en groupe armé de bâtons et de pierres pour repousser tous les prédateurs qui s'approchaient trop près d'eux. Ce comportement agressif, qui fut utile pour préserver le territoire, les femelles, sa propre vie et conquérir des espaces caloriques, est le propre de l'homme, du mâle, et les nombreuses rixes entre garçons, les sports d'équipe aux contacts brutaux, les sports de combat, et toutes les guerres ne sont que le prolongement dans le temps de cette programmation masculine de défense et d'attaque face au danger. Si les femmes sont capables d'effectuer des métiers d'hommes, comme les hommes sont capables d'effectuer des métiers de femmes, il est tout de suite important dans l'attribution des postes de prendre en compte nos programmations génétiques. La propension pour les hommes d'attaquer quand ils se sentent en danger, comme la tendance pour les femmes de fuir et de hurler quand elles se sentent menacées, ou d'être tétanisées par le danger, incite donc à ne pas placer n'importe qui dans n'importe quelle fonction professionnelle. Et une policière, embauchée pour répondre à une demande politique de quotas féminins dans une profession, peut être particulièrement dangereuse pour elle-même ainsi que pour ses collègues, si face à un criminel elle se met à hurler, à fuir ou à être tétanisée par la peur. Pourquoi a-t-on peur de la mort ? Tout simplement parce que c'est une programmation génétique qui nous pousse à fuir le danger pouvant entraîner la mort. Mort presque toujours accompagnée de souffrance, souffrance que l'homme fuit pour ainsi rester en vie et transmettre la vie. Si nous n'avions pas peur de la mort, beaucoup se suicideraient pour éviter les problèmes existentiels et la souffrance, ou pour jouir à fond de l'existence, n'hésiteraient pas à prendre des risques mortels, et l'humanité disparaîtrait doucement. Pourquoi avons-nous peur du noir ? Des gens m'ont posé la question sur les peurs, notamment « Pourquoi avons-nous peur du noir ?» Cela revient souvent. Tout le monde se souvient de son enfance, quand nous étions terrorisés par le noir. Nous avions peur de la nuit, peur des fantômes qui se cachaient sous les lits, peur de trouver des monstres dans des recoins sombres. Quand arrivait l'heure de se coucher, il était souvent difficile de s'endormir. La maman venait chanter des berceuses à côté des enfants et, personnellement, je me souviens que le moment de l'endormissement était un moment assez pénible. Dans les films d'horreur, souvent l'histoire se passe la nuit, et quand celle-ci arrive, elle devient terrifiante avec des monstres des ténèbres. Alors pourquoi avons-nous peur des ténèbres, du noir et de la nuit ? Une peur très marquée chez les petits enfants. Pendant des millions d'années, nous étions des singes bipèdes diurnes de savane. Les prédateurs, des grands fauves, sortaient la nuit, à la pénombre ou au petit matin. C'est ainsi que, pour les éviter, nous nous sommes spécialisés dans les déplacements bipèdes en plein midi, l'heure où les fauves se reposaient à l'ombre. Nous avons donc développé un système de thermorégulation hyper efficace pour nous déplacer sous le soleil de midi, avec perte des poils,
et microsudations importantes par la peau. La transpiration, évacuant de ce fait pendant nos déplacements l'excédent de chaleur, nous évitant ainsi de monter en surchauffe quand les autres animaux à l'ombre s'abritaient du soleil. Mais quand la nuit revenait, nous redevenions vulnérables et devions trouver un abri sûr, un arbre dans lequel monter pour se protéger. La nuit est donc devenue dans notre inconscient collectif, dans la mémoire génétique de notre lignée, inscrit au plus profond de notre ADN, un synonyme de peur, de danger. Nous continuons à avoir peur des monstres qui hantent la pénombre, des fantômes qui se cachent sous les lits, toutes ces choses terribles qui ne sont qu'une réminiscence ancestrale des souvenirs génétiquement gravés en nous, souvenirs des fauves qui rôdaient au bas des arbres dans lesquels notre ancêtre se réfugiait. Plus profond encore, les rêves de chute, si fréquents dans notre jeunesse, qui nous réveillent en sursaut. Ces rêves de chute vertigineuses ne sont que des avertissements et des remises à l'ordre pour nous réveiller et nous replacer correctement sur la branche et ne pas tomber. Bien sûr, la branche et le risque de chute n'existent plus. Mais nous avons encore en nous cette vieille peur et ces réflexes qui ont contribué à la survie de notre espèce pendant des millions d'années. Quand votre enfant, terrorisé par le noir, vous appellera la nuit, vous comprendrez qu'il a en lui la mémoire de notre lignée, qu'il a en lui les peurs de notre ancêtre, et que c'est pour cela qu'il est inconsciemment effrayé par ce noir qu'il ne maîtrise pas. Ce noir d'où renaissent les monstres du bas des arbres qui pouvaient nous dévorer. Comprendre l'animalité qui est au fond de nous éclaire sur le fait que nos peurs ne sont pas sans raison et qu'elles ont une cause profonde inscrite dans notre ADN. Il s'agit là d'une empreinte génétique importante, liée à notre entrée en savane. Vivre en plein jour. Nos lointains ancêtres étaient des singes de forêt, des animaux arboricoles, frugivores, bipèdes. De singes quadrupèdes au sol, nous sommes passés totalement bipèdes, tout en restant en forêt, nous déplaçant le jour, car étant frugivores, on va donc chercher des fruits de couleur rouge, qu'on ne peut pas voir quand il n'y a pas de lumière. Les fruits sont des offrandes de la nature. Ce sont les arbres qui offrent des calories, une pulpe énergétique avec une couleur vive pour attirer les animaux. Progressivement, à cause des fruits et de leur recherche, nos ancêtres se sont transformés pour la quête. L'intelligence de la recherche, c'est l'homme. Ces offrandes de la nature sont faites pour faire avaler par les animaux les graines contenues dans la pulpe du fruit, en offrant en échange de la calorie, du fructose, du glucose et des acides aminés, afin de répandre les graines absorbées le plus loin possible par les défécations, permettant aux arbres et aux plantes de coloniser du terrain et ainsi éviter de pousser sous la plante mère où elles seraient asphyxiées par le manque de lumière. La vie est toujours une espèce de symbiose, et les arbres ont une attitude intelligente inconsciente pour attirer et instrumentaliser les animaux, nous-mêmes et nos ancêtres par leurs fruits. Nous n'avons pas une très bonne vision nocturne. Notre ancêtre avait au niveau des cellules de la rétine beaucoup plus de cônes sensibles aux couleurs dans les yeux que de bâtonnets sensibles à la clarté et à la faible luminosité, comme la majorité des prédateurs. Notre ancêtre avait beaucoup de cônes, sensibles aux variations lumineuses perçues dans un feuillage qui reçoit lui-même une luminosité intense la journée. L'intensité lumineuse est la même pour du rouge ou pour du vert. Mais grâce à nos ancêtres frugivores, nous percevons la variation, la vibration, en fonction de la couleur et du spectre lumineux. Voilà pourquoi nous sommes spécialisés dans la vue des couleurs. Nos ancêtres diurnes se sont retrouvés dans la savane, chassés ou poussés par des changements climatiques ou la surpopulation,
La savane, où de grands prédateurs sont habitués de chasser à la pénombre, cherchant des proies, elles aussi habituées à la nuit pour fuir la chaleur. À cause de la chaleur, une partie de la vie en savane se fait la nuit, souvent à la pleine lune, la nuit noire, les déplacements étant souvent plus problématiques, même pour les animaux nocturnes. Ces animaux ont en général plus de bâtonnets, ce qui leur permet de mieux voir, de mieux percevoir les moindres variations lumineuses, mais pas les variations de couleur, alors que l'homme, lui, est plus dans la perception de la couleur. N'étant pas adapté à la nuit, notre ancêtre sortait la journée, et une sélection intense a fait qu'ils ont perdu leur poil très rapidement. Ils sont devenus très noirs très rapidement. Concernant la thermorégulation, nos ancêtres dépendaient des points d'eau, où ils pouvaient boire, ce qui leur permettait de marcher la journée en transpirant abondamment pour éviter la surchauffe. Regardant au loin la journée, nos ancêtres scrutaient l'horizon à la recherche de charognes, ou de vols d'oiseaux indiquant ces charognes. Allant de bosquet en bosquet, d'arbre en arbre, reconnaissant le terrain pour éviter les prédateurs, et étant des animaux diurnes, incapables de bien voir dans l'obscurité, la nuit, nos ancêtres s'abritaient le mieux qu'ils pouvaient, en montant dans les arbres pour dormir, restant immobiles en essayant de ne pas attirer l'attention des fauves. La journée, nos ancêtres durent trouver la plage horaire la moins risquée. Ceux qui ont survécu furent ceux qui sortirent en pleine journée, quand la chaleur est au plus fort et le soleil au zénith. Ensuite furent sélectionnées les mutations permettant de résister en pleine journée. Perte des poils et développement des glandes sudoripares, protection de la peau par une couche protectrice de mélanine, mélanine qui disparut progressivement au cours de la montée en Europe. Nous nous sommes mis à marcher de manière économique des kilomètres pour aller d'arbre en arbre, développant ainsi ce système de transpiration si efficace pour éviter de monter en surchauffe en évacuant l'excès de chaleur vers le milieu externe par évaporation de la sueur, transmettant l'agitation moléculaire des tissus au milieu par le principe d'homéostasie. Les félins, les fauves, les chiens sauvages, les hyènes ont une ouïe, un odorat très développé, et voient très bien la nuit. Les poils, les moustaches sur leur museau leur permettant de ne pas se cogner, pour ne pas se faire mal aux yeux. Donc, ils sont très sensibles et avancent tête basse pour renifler, un peu comme les chats. Ça leur permet de sentir s'il y a des arbres à droite ou à gauche. Ces animaux étaient très dangereux pour notre ancêtre, qui ne bougeaient pas la nuit de leurs arbres et s'endormaient terrorisés. C'est pour ça que pour nous, la nuit est encore un symbole de danger. Et quand vous verrez des petits enfants demandant de conserver une lumière avant de dormir, avec du recul et de la connaissance sur l'évolution, vous comprendrez qu'ils portent en eux les angoisses de notre lignée, de nos ancêtres. Voilà pourquoi nous avons peur du noir. Pourquoi machinalement prenons-nous l'habitude de nous placer au même endroit? Pourquoi bien souvent les individus prennent toujours la même place pour garer leur voiture, ou s'assoient au même endroit à la cantine ou au restaurant? Pourquoi préférons-nous l'habitude de nos placements quotidiens? Tout simplement car c'est reposant pour l'esprit et cela permet d'incorporer des schémas spatiaux dans notre cerveau correspondant à des connexions neuronales et ainsi d'être plus vigilant dans la fatigue de concevoir de nouveau une représentation spirituelle d'une nouvelle situation spatiale par la construction de nouvelles connexions neuronales. Ainsi configuré à l'avance, notre cerveau, en cas de changement dans l'espace, comme l'arrivée d'un danger ou d'une opportunité pour notre survie, peut donc réagir plus rapidement, débarrassé de sa phrase de repérage du terrain et de construction mentale de l'espace. Pour finir, l'homme étant un animal social, sa situation spatiale ne changeant pas d'un jour à l'autre,
Il peut donc être retrouvé plus facilement par ceux qui désirent établir des relations avec lui. L'intuition, c'est de l'intelligence analogique occasionnelle. L'intelligence analogique, c'est comme l'écriture chinoise logographique. Cela demande, avant que cela ne fonctionne bien, la mise en mémoire d'une quantité énorme de données dans un réseau neuronal arborescent et interconnecté. Ce type de mémoire est très long à installer, et peu de personnes ont la capacité d'accumuler autant de données et de les interconnecter. Ce mode de réflexion est éprouvant à utiliser, faisant littéralement surchauffer le cerveau, car il demande d'aller chercher une solution en comparant et triant des milliers d'informations mémorisées. Intuition. Pour que fonctionne l'intuition, il faut dans un premier temps étudier, se confronter à l'existence, et ensuite laisser faire l'intuition qui se nourrit de l'étude et de l'expérience. Intelligence. L'intelligence est en rapport avec la nécessité. Qu'est-ce que l'intelligence? C'est la capacité d'analyse appliquée à sa survie et celle du groupe. Intelligence humaine. L'intelligence humaine, c'est cette capacité d'analyse donnée par le verbe au service de la survie et de la transmission de la vie. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, telle que nous l'entendons, c'est la capacité d'analyse donnée par le verbe, par le langage complexe humain, au service de la survie de l'individu et d'un groupe. L'intelligence, c'est l'analyse au service de la survie, et non un QI à 3 chiffres ne trouvant pas son utilité pour la société, ou un syndrome d'Asperger capable de mémoriser inutilement le bottin. Intelligence humaine. Le cerveau analogique compare, découvre et défriche de nouveaux domaines de la pensée et de la compréhension du monde. Le cerveau logique affine et codifie ce qu'a découvert sur le monde le cerveau analogique pour permettre à l'humanité dans son ensemble d'utiliser ce qu'a découvert le cerveau analogique, et bien que nous ayons tous en nous ces deux types de fonctionnement cérébral, nous sommes individuellement majoritairement soit l'un, soit l'autre. L'humanité est faite de ces deux types d'intelligence, les cerveaux analogiques et les cerveaux logiques, qui se complètent pour permettre aux hommes de conquérir le monde par la puissance de l'esprit. QI. Avoir un bon QI est une chose. Savoir l'utiliser pour améliorer son existence, celle des autres et transmettre la vie, c'est autre chose. Là se trouve la véritable intelligence. La véritable intelligence, c'est de savoir utiliser en pleine conscience ses qualités et non un chiffre symbolique représentant une capacité potentielle. QI et découverte scientifique. Ce n'est pas forcément les gros QI qui découvrent les choses. Les gros QI sont les cerveaux ayant des connexions neuronales bien agencées pour résoudre des problèmes par la logique, c'est-à-dire des méthodes d'analyse liées à certains câblages neuronaux permettant de répondre rapidement à des questions bien précises concernant des choses connues, mais pour la découverte scientifique pure, ce sont globalement les cerveaux analogiques, c'est-à-dire les cerveaux ayant un foisonnement de ramifications synaptiques reliant une multitude de neurones permettant de comparer une quantité phénoménale de mémorisation d'événements vécus et de choses apprises, pour trouver des corrélations dans des observations mémorisées et établir ainsi des déductions nouvelles aux fonctions et aux rôles de certaines choses. Le surdoué. Surdoué ne veut rien dire. On est doué quelque part, on est moins bon ailleurs. On fait avec ses qualités en évitant les problèmes dus à nos défauts. Dans la vie, tout est histoire d'optimisation et de compensation. La véritable intelligence. La véritable intelligence, ce n'est pas avoir un QI à 150 ou un pseudo-surdouement
te rendant souffreteux, asocial et rejeté par les autres à cause de ta trop grande lucidité, la véritable intelligence, c'est la capacité de s'analyser pour comprendre où sont ses forces et ses faiblesses, afin de combler ses faiblesses et d'utiliser ses forces pour réussir en toute conscience son existence d'homme. Le surdoué. Un individu dit surdoué ne peut être considéré comme surdoué que si sa dotation intellectuelle hors norme, dans un domaine précis du fonctionnement du cerveau, est utile à sa survie et à la survie du groupe. En dehors de cela, si sa particularité intellectuelle n'est d'utilité à personne, il n'est qu'un singe savant, au mieux un animal de cirque. Perception culturelle du surdoué. Chez les anglo-saxons, peuple méritocratique, on recherche et on sélectionne très tôt les surdoués pour les utiliser à leur plein potentiel dans le monde du travail et faire du fric avec. En France, pays de caste où on ne peut monter socialement que par le réseau ou le sexe, on pleure sur la différence du pauvre surdoué car son surdouement n'a d'aucun intérêt pour cette société de caste où la valeur du travail et du mérite est secondaire. Conseil aux surdoués chialeurs. Si tu penses avoir de grandes qualités intellectuelles, génétiques ou acquises, c'est-à-dire si tu es ce que les médias appellent un surdoué, eh bien, utilise-les pour essayer de réussir ta vie. Et sache que les autres, surtout en France, essayeront de t'écraser. Les dominants, car tu es une concurrence intellectuelle potentielle pouvant les détrôner. Les soumis et les médiocres, car ils savent que tu as de grandes chances de les dépasser et de leur prendre les bonnes places. Et tu seras de plus, à leurs yeux, par ta possible réussite, le miroir de leur échec. Alors oui, être doué ou surdoué, pour les idiots qui se gargarisent de définitions à la mode, c'est dur à vivre, et ça sera un combat. Mais il faut arrêter quand on se pense surdoué de chialer sur soi. Et bien comprendre que si la vie est dure pour le surdoué, qui au moins a des chances de s'en sortir par son potentiel intellectuel, la vie est encore plus dure pour les médiocres et les moyens qui ne pourront jamais améliorer leur existence et savent inconsciemment qu'ils sont condamnés à une vie d'esclave, à une vie de merde. Pensez. Certains pensent vite, mais peu. D'autres pensent lentement, mais tout le temps. L'important étant de penser utile. Réfléchir. Tout le monde ne réfléchit pas à la même vitesse. Certains pensent rapidement, d'autres lentement, mais penser vite ne veut pas dire penser loin. La vitesse de réflexion n'est pas toujours en rapport avec sa profondeur. Mémorisation et compréhension. Pour analyser et comprendre le monde, l'important, c'est de mémoriser les fonctions des choses et des personnes. La mémorisation des noms des choses et des personnes est quant à elle d'une bien moins grande importance pour la compréhension du monde. La grandeur d'un esprit. La grandeur d'un esprit n'est pas de tout savoir, mais d'être capable de trouver là où les autres ne font que chercher. Faire le vide. Faire le vide permet à l'esprit d'aller où il le désire, détaché des obligations du quotidien, et ainsi de trouver les clés, car l'esprit les connaît. Réflexion nocturne. Déconnecté de son état de vigilance monopolisant un grand nombre de neurones, l'esprit, la nuit, dans le corps immobile, en errant dans ses souvenirs, peut utiliser tout son potentiel d'analyse afin de répondre à ses interrogations existentielles et ainsi trouver des solutions pour survivre efficacement, quand il affrontera dans le corps en mouvement la réalité physique du monde. Il n'y a pas une intelligence, mais des formes d'intelligence. Les intelligences sont multiples.
Des hommes capables de résoudre des équations extrêmement compliquées seront incapables de changer le pneu crevé de leur voiture. Tout dépend de bien des facteurs: perception spatiale, perception temporelle, capacité de mémoriser des données, mémoire analogique, ou encore la capacité d'apprendre par cœur des codes mathématiques ou des règles grammaticales bien particulières. Car sans la capacité d'analogie, elle ne générera que des reproducteurs faiseurs et non des créateurs découvreurs. L'intelligence est bien multiple. Intelligence complémentaire. Les deux principaux types d'intelligence que nous rencontrons chez un homme, l'intelligence logique et l'intelligence analogique, sont faits pour se compléter et faire progresser l'humanité dans son expansion et sa quête de connaissance. L'intelligence analogique explore, compare et découvre. L'intelligence logique confirme par la justesse de ses calculs ce qu'a découvert l'intelligence analogique par ses errances comparatives et exploite ses découvertes en les codifiant. Qu'est-ce que l'intelligence humaine ? L'intelligence est assez dure à définir et à quantifier, car elle prend plusieurs formes, mais la plus humaine des formes que l'intelligence puisse prendre et qui permet à l'homme de conquérir le monde et de maîtriser son environnement, c'est de produire une analyse par le verbe pour préméditer des actions. Penser vite et analyser avec profondeur. C'est la capacité de maîtriser, par le langage, des notions de temps et de penser en mots, c'est-à-dire de compresser de la mémoire en sons qui permit à l'homme, par l'analyse et l'anticipation rapide apportées par ses progrès linguistiques, d'évincer la concurrence et de conquérir le monde. L'homme qui, par le verbe et les mots, pense vite, peut agir avant les autres et s'imposer parmi les hommes. L'homme qui, par le verbe et les mots, analyse avec profondeur le monde, peut préméditer à long terme ses actions afin de s'imposer parmi les hommes. L'intelligence de l'individu. Même si un gros cerveau est un avantage, c'est avant tout la richesse des connexions neuronales résultant de la confrontation au monde de l'individu et de son éducation qui font son intelligence et sa sociabilité. Le corps et l'esprit. Pour la communauté, l'individu le plus rare et le plus précieux, c'est le bon cerveau et les données qu'il contient pour servir le groupe. Des bras avec des petits cerveaux, on en trouvera toujours en quantité pour obéir et servir. L'intelligence. L'intelligence d'un homme n'est pas dans son niveau d'instruction, mais dans sa compréhension du fonctionnement du monde. Connaître les choses n'est pas comprendre les interactions des choses entre elles. Savoir détecter ses faiblesses et ses forces est la plus grande intelligence qu'un homme puisse avoir. Et c'est avec cette connaissance de lui-même qu'il pourra au mieux réaliser en pleine conscience son existence. Fin du chapitre 3. Esprit humain et instinct. Ce livre audio vous a été lu par Varchave.